chez nous, on parlait d'intégration, on a parlé d'inclusion, on a parlé de d'autodétermination, on parle de beaucoup de choses. Bien sûr, bien évidemment. Je crois qu'il n'y a pas une orientation seule, je crois que c'est un global qui est fait. L'important, c'est que la personne puisse vivre, puisse avoir un projet de vie, que ce projet de vie, on puisse lui donner les moyens de le mener, et bien sûr que ça soit son projet de vie, que ce ne soit pas ce que nous avons pensé pour elle. Bien sûr, nous parents, nous connaissons bien nos enfants, mais les professionnels les connaissent aussi bien. C'est collectivement, ensemble, qu'on peut aider la personne. Je dis bien aider, je ne dis pas faire. Je dis aider la personne à définir ce qui lui convient le mieux. C'est comme moi, je suis diabétique. Là, quelqu'un va m'accompagner pour le diabète pour la première fois. J'ai un diabétologue. Et après, j'irai toute seule. Parce que je veux être autonome. Il faut des lieux plus inclusifs. Et même, par exemple, mélanger la population entre handicapés, entre guillemets, en situation de handicap, disons, et les gens, entre guillemets, normaux, guillemets, non handicapés, quoi. Vous voudriez qu'il y ait plus de mélange? Voilà, ouais. Si j'étais en milieu avec des gens non handicapés, enfin, en situation, pas handicap, je serais moins stressé, moins angoissé. J'ai que vécu en foyer, alors maintenant, pour moi c'est aussi nouveau. Je vais bientôt aller en appartement faire un stage de 3 mois, mais toujours papillon blanc. J'ai 53 ans, maintenant j'aimerais un peu ma liberté. Bonjour Mathias. Bonjour. Ça va? Voilà. On vient vous voir pour visiter l'appartement relais. Oui. C'est vrai que pour nous, ça peut paraître très simple de faire à manger, de sortir une casserole, de mettre des aliments dedans. Mais finalement, on s'est rendu compte que pour vous, c'était très compliqué de faire plusieurs gestes en même temps. Donc, on avait convenu que vous preniez que des plats à mettre au micro-ondes. Oui. On avait convenu ça avec vous, mais aussi avec vos parents. Ben, plus tard, je retourne chez moi pour encore apprendre plus. Ok. Et pour la maison ou l'appartement, j'ai décidé que ça sera tout plus tard aussi. Est-ce que ça fait peur de vivre seul? Un peu. Ouais, un peu, oui. Et j'ai un projet de vivre avec ma copine. Vous allez ensemble à l'appartement relais, on recommence les apprentissages, mais cette fois-ci à 2. Et ça peut être intéressant pour vous. Donc on prend le temps. Même si ça prend 2, 3, 4 ans, c'est pas grave. Ouais, L'essentiel, c'est d'y arriver à un moment donné. Ouais. Puis même si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, l'essentiel, vous avez essayé. Mais même le lit est fait. Oui, Ouais, ça c'est un truc. Les anciens sont pas du tout dans cette dynamique-là parce qu'ils ont toujours connu l'institution. Mais tous les nouveaux, les petits jeunes qui arrivent, effectivement, eux, ils ont vraiment ce souhait de vivre en autonomie. Je travaille au Papillon Blanc depuis 1995 et je suis là depuis le mois de décembre. On est en appartement depuis le mois de décembre. Vous vouliez quitter le foyer? Ouais. C'était important pour vous? Mhm. Pourquoi? Ben, je voulais voir autre chose que les foyers, C'était vraiment une envie, Béatrice, et surtout depuis que vous êtes avec Daniel. Ouais. Mais à l'époque, par exemple, les garçons et les filles, est-ce qu'ils avaient le droit de dormir ensemble s'ils étaient en couple? Non. C'était interdit. Ouais. Alors que maintenant, c'est tout à fait possible. Donc il y a quand même une grande ouverture. Avant, il fallait cacher tout ça. Il fallait pas qu'un garçon et une fille soient ensemble dans la même chambre. Ouais. Pour perdre. J'ai aussi vécu dans les foyers. Hein. Et si à 22h, la personne n'était pas rentrée, on essayait de la joindre. On tournait pour essayer de les trouver, sinon on devait appeler la gendarmerie. Ouais. Alors que maintenant, si une personne a envie de sortir, je sais pas, moi, si elle a envie d'aller en boîte de nuit, ben, elle le fait. La seule règle, c'est de prévenir l'éducateur et de dire voilà, moi je sors, je rentrerai à telle et telle heure. Mais tout le monde est libre. Et c'est ça quand même la grande évolution dans les foyers, vous croyez pas ?
éducatrice qui vient dans le cadre du SAVS, a apporté une aération énorme. C'est quelqu'un dont je ne peux que chanter les louanges, qui est remarquable parce que l'handicap psychique n'est pas facile à appréhender. Moi, j'avais dit à l'époque à Madame Goguet, à partir du moment où il y avait le SAVS, moi j'ai eu l'impression d'avoir 3 tonnes en moins sur chaque épaule. Et puis aussi, ça j'ai oublié de le dire, c'est aussi pour l'avenir, parce que c'était quelque chose qui, à partir du moment où j'ai compris la maladie de François, on n'est plus tout jeune. Forcément, si la vie va comme elle doit aller, on partira avant lui. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus insupportable pour des parents, c'est de se dire on va partir et notre enfant n'est pas autonome. Et donc ça a aussi apporté ça, le SAVS, de pouvoir me dire si on disparaît, voilà, il est plus seul. À cette époque, c'était une petite révolution culturelle, je dirais, pour le milieu. Au début, ça semblait un objectif pas du tout réalisable. Un premier frein, c'était notamment, on va sortir des personnes qui ont énormément de compétences, mais comment on va s'organiser en interne? Et donc là aussi, ça a touché à l'organisation. On a parlé de binôme, on a parlé de former. On partait dans l'idée, pour aller vers le milieu ordinaire, on va former les personnes qu'on accompagne pour qu'ils puissent travailler en entreprise. Mais on s'est vite rendu à l'évidence qu'on connaissait beaucoup de choses sur le handicap ou ce qu'ils ne savaient pas faire, mais rien n'était répertorié sur leur expérience, aussi bien avant les AT ou l'EA que pendant qu'ils étaient dans nos institutions. Donc il fallait réinventer tout un dispositif qui permettait effectivement d'aller vers cet objectif de rendre le milieu ordinaire accessible. Il y a eu bien plus que 60 personnes qui sont sorties et je crois, il me semble, on est aujourd'hui à plus de 150 personnes ou travailleurs qui sont sortis de nos structures. Avant de venir ici, j'étais peintre et maintenant je fais des petits biscuits. J'emballe des petits biscuits et je suis là depuis 2 ans. Parce que je voulais sortir une fois pour toutes de la structure et c'est le monde extérieur maintenant. C'est le monde, la vraie, comment on peut dire ça? La vraie vie qui commence. Le regard qu'on lui porte, c'est pas la considérer comme une personne handicapée, c'est la considérer comme une personne autonome, normale. Et le but, c'est qu'elle puisse évoluer comme tout le monde et que ça change le regard des autres. Ça, c'est ce qui a évolué, c'est ce qui a changé? Oui. Donc on sortait, c'était très valorisant. Donc déjà habillés tous pareil, de façon à ce que ce soit élégant. Il y avait toute la préparation en amont. Ça allait jusqu'à la décoration de table, l'arrangement de fleurs, enfin vraiment tout. Et puis le service auprès de personnes qui les ont vraiment mis en haut de la pyramide, quoi. Après, c'est vrai que je suis face aussi à des parents qui, comme on l'a dit tout à l'heure, eux sont plutôt en demande de place en établissement. Et par rapport à ça, on sait bien que c'est pas ce vers quoi on tend. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire par rapport à l'accompagnement de ces familles. D'après ce qu'on a compris, ça sera des tarifs à la prestation. Donc à chaque fois qu'on fera une visite à domicile, il faudra vraiment justifier de ce qu'on a fait et que cette chose-là rentre dans un cadre bien précis qui aura été défini. Ce qui nous pose question, c'est par rapport aux personnes les plus âgées pour qui c'est plus un maintien. On a quand même des personnes qui ont 60, 70 ans, qui sont plus du tout dans de l'apprentissage, mais c'est un maintien et un maintien qui reste vraiment nécessaire. Comment ça se passera pour elles? Comment on justifiera? Je ne sais pas. Ça me pose vraiment question. Alors l'avenir des ESAT passe par le milieu ordinaire et l'insertion de nos travailleurs dans les entreprises.
Maintenant, pour y arriver, il y a quand même des freins à lever aujourd'hui. L'un des freins majeurs que l'on constate est la mobilité des travailleurs. Voilà, le fait de pouvoir se déplacer en entreprise. Donc là, il faut vraiment qu'on puisse travailler dessus. Et puis, il y a d'autres freins qui pourraient être l'adaptation au milieu de l'entreprise. L'entreprise, parfois, a des horaires particuliers, donc pouvoir s'y adapter. Un autre frein serait que les travailleurs ne connaissent pas forcément le milieu ordinaire et en ont peur. Donc, comment faire pour leur faire connaître ce milieu et pour leur dire qu'ils pourraient s'y épanouir également? Ce que je trouve important, c'est d'avoir des chefs d'entreprise qui ont envie de jouer le jeu. Si le patron donne l'intention, derrière les services concernés, les RH ou les agents de maîtrise vont faire aussi. Je pense que c'est plus facile. Hein. Donc, à mon avis, il faut qu'on développe un peu la communication vers les chefs d'entreprise ou vers les RH aussi, hein, parce que je sais que dans leur formation, ils ont très peu de chapitres concernant le handicap. Et voilà, pour lever les tabous, et puis ça va rouler alors. Héraclès a réellement montré que cette innovation a permis de changer complètement nos positions et nos façons de faire. Là où on croyait que c'est pas possible, que nous, notre façon de faire, c'est l'unique, après 2 ans, on s'est rendu compte que finalement, si, on y est arrivé. Les travailleurs, ils en ont profité pleinement, certains parce qu'ils travaillent en entreprise, ils y vont tous les jours, ils ont une fierté, je fais partie de cette entreprise comme n'importe quel salarié. Donc si on était capable de faire ça, oui, il faut innover et aller plus loin encore dans ce qu'on propose aujourd'hui. Arranger tout. Regardez, ma chambre est belle. J'ai vécu d'abord à Molsheim, j'avais un studio, et après j'avais un studio avec une terrasse, et après ils ont dit ceux-là qui sont plus âgés vont à Siméon. Autrement, je reste à Molsheim, maintenant j'habite à Strasbourg, j'ai déménagé de Molsheim. Je suis venue à Eunheim et je suis venue de Eunheim ici. Quand elle est arrivée en droit de demander sa retraite, pour que ce soit pas trop direct, on y est allé petit à petit, on l'a mis en demi-retraite. Donc demi-retraite, ça veut dire je travaille le matin à l'ESAT et l'après-midi je vais à la maison de retraite à Dorlisheim, au Sarepta, où il y a un pavillon réservé aux personnes âgées handicapées. Ce qui donnait plus d'autonomie à Yvonne, puisque à un moment donné, elle était libre de ses mouvements dans l'après-midi jusqu'au repas du soir. Sauf que beaucoup de tentations, donc, une grande surface, pas très loin, un restaurant fast-food pas très loin, une grande pâtisserie. Ça fait qu'au bout de quelques mois, Yvonne a pris presque 30 kilos. Et donc, c'était pas possible qu'on continue à la laisser se rendre malade, et d'en arriver à de la boulimie parce qu'il n'y avait pas de cadre strict. Et après le CEDRE, vous êtes venu ici chez nous, aux femmes. Oui. Voilà. Parce que vous pouviez de moins en moins être autonome, parce que vous avez dû avoir le fauteuil de plus en plus souvent. Oui. C'était difficile de faire tout seul? Des fois, j'avais des difficultés, oui. Je suis épileptique depuis l'âge de 3 ans. Mais comme la maladie est venue, alors ça a loupé. À cause de l'évolution de la maladie, vous ne pouviez pas être autonome? Oui. Mais vous aviez envie? Oui, j'avais envie, oui. Il ne faut pas non plus qu'on aille vers l'autre exagération, c'est-à-dire qu'on nous renvoie nos enfants à la maison avec X aides qui viennent partout et on fatigue. Nous, mon mari et moi, ça fait 20 ans qu'on assume auprès d'Alban et là on commence sérieusement à fatiguer physiquement. Donc si en plus il faut gérer la gestion des personnes qui interviennent autour de la personne handicapée,
c'est une surcharge énorme, énorme. Qu'elle soit physique, mentale et cognitive surtout. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on minimise. Et je pense que là, par contre, les professionnels, ils peuvent pas toujours se rendre compte de cette charge cognitive. Et la prise en charge est déjà tellement difficile dans des cas extrêmes, par exemple comme l'autisme sévère ou le polyhandicap, que c'est juste rendre la vie des gens plus compliquée, quoi. Ce qui me tient le plus à cœur, vu que Bruno est quand même maintenant, il a 47 ans, c'est l'avenir plutôt de Bruno, et je pense que ce qui manque, c'est un peu pour leur retraite, plutôt là où ils pourront aller plus tard, en sachant qu'il n'y a jamais personne qui a été mis à la porte. Mais je pense que c'est un point qui devrait être vraiment pris maintenant à bras le corps pour qu'on puisse quand même voir comment on peut faire pour faire des maisons de retraite pour nos enfants. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons la volonté. La volonté, la première, c'est de croire en nos enfants. Et ça, pour moi, c'est quelque chose auquel c'est de croire en eux. La deuxième, c'est que toutes nos petites actions, quelles qu'elles soient, avec qui que ce soit, permettent d'avancer progressivement. L'élément majeur, c'est que, autant que possible, les personnes doivent dire ce qu'elles veulent, ou l'exprimer d'une manière ou d'une autre, et pour cela, il faut qu'on les aide à le faire. Les personnes qui peuvent s'exprimer, très bien, non. Mais je pense aussi aux personnes plus atteintes, comme des personnes comme ma fille qui sont en maison d'accueil spécialisée, c'est essayer, qu'est-ce qu'elle aimerait? C'est complexe. C'est très complexe. Mais c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut pas le faire. Et comme c'est les professionnels qui vont m'écouter, qui tiennent le coup, qui sachent que les parents, on est là derrière, qu'on est aussi là pour les soutenir et qu'on compte aussi sur eux pour nous aider à trouver des solutions.